Je vais vous parler aujourd'hui de celtisme, de la Bretagne et de civilisation celtique. Qu'entend-on par celtisme et surtout civilisation celtique? Je ne nie pas les racines celtiques de beaucoup de Français et partage le point de vue du conférencier alsacien Roland Vernizeau lorsqu'il dit « Pour ce qui est de la France, le legs des Celtes est particulièrement important. Il est même fondamental et peut être comparé au fondement sur lequel seront fixées peu à peu, au cours du temps, les petites pierres colorées de la mosaïque qui constitue, au final, l'identité française. » Plus de 200 ans avant lui, les fondateurs de l'Académie celtique dénonçaient la tyrannie de l'Antiquité gréco-romaine sur une identité nationale française en pleine formation. En 1804, Éloi Géano, le principal rédacteur du journal de cette académie celtique, proclame sa foi en ce qu'il appelle la progéniture celtique, l'idée que les Celtes sont à la tête de l'arbre généalogique de la nation française. Quelle raison aurait-on de ne pas croire ce professeur érudit à qui Napoléon Ier confie la responsabilité de censeur impérial de la librairie en 1811. Mais si les Celtes sont en effet à la base de l'arbre généalogique de la plupart d'entre nous, cela ne signifie pas que toutes les régions de France ont pu conserver au même degré des caractères de la civilisation celtique. Roland Vernizeau, encore lui, précise « Quant aux nouveaux venus germains, ils se sont installés surtout dans les plaines et dans le quart nord-est de la France. » La germanisation, en effet, venue de l'Est, s'est évidemment imposée dans ce grand quart nord-est, beaucoup plus en tout cas que dans l'ouest de la France, sur les rivages de la Manche, où les Celtes belges et ceux de la Confédération armoricaine avaient déjà montré une résistance notoire à la conquête romaine. Au Ve siècle, les cités confédérées de l'Armorique étaient devenues l'asile des malheureux Gaulois, victimes des exactions des officiers impériaux et qui fuyaient les provinces où Rome dominait encore, affirme l'historien Albert Travers en 1901. Ces populations finissent même par se déclarer indépendantes. Vers la fin de l'Empire romain, malgré les attaques brutales de certains barbares en Gaule, les Huns, les Goths, les Quads, les Suèves, les Vandales, les Alains, les Armoricains gardèrent leur indépendance et persistèrent dans leur rébellion. La tentative du roi des Alains, poussée par Aetius, fut la dernière du parti impérial contre l'indépendance du Tractus Armoricanus, ajoute-t-il. C'est là la preuve qu'à la chute de Rome, les Celtes de l'Ouest tiennent toujours à leur liberté culturelle et politique, la latinisation des Armoricains n'étant que superficielle. Cette époque est peut-être la plus glorieuse de l'histoire armoricaine. La péninsule, enrichie par le commerce et l'industrie de villes florissantes, pourvue de nombreuses ressources fournies par un territoire bien cultivé et abondamment boisé, gardée par de vaillantes cohortes de soldats aguerris et expérimentés, et gouvernée par des princes aussi valeureux que bons politiques, présentait l'aspect d'une contrée fermement assise sur des bases solides, et tels que la virent les premiers émigrants insulaires bretons chassés de leur patrie par les Saxons. C'est toujours Albert Travers. Les provinces bretonnes et normandes ont ainsi deux atouts primordiaux en faveur d'une plus importante conservation de leur culture celtique, la proximité des îles britanniques, qui n'ont pas été conquises en totalité par les Romains et avec lesquelles les contacts sont restés permanents, et le repeuplement du Tractus Armoricanus par des Bretons fuyant les hordes anglo-saxonnes au 5e et 6e siècle. Des dizaines de milliers d'insulaires bretons se sont installés en Bretagne, ils venaient de Grande-Bretagne aujourd'hui, mais également s'installent dans d'autres régions voisines. Ils n'ont pas seulement donné leur nom à la Bretagne
Plusieurs lieux de France le rappellent: Bretteville, Bretigny, Bretignolles, Bretonnet, Bretonneux. Remarquons que ces noms se trouvent essentiellement dans l'ouest, nord-ouest de l'Hexagone. Par exemple, Bretteville-sur-Odon, Bretteville-sur-Lèze, Bretteville-l'Orgueilleuse, Bretteville-en-Serre, Bretteville-Saint-Laurent et Marneville-Bretteville en Normandie. C'est quand même pas mal, hein? Bretigny-sur-Orge et Montigny-le-Bretonneux au sud-ouest de Paris. Bretignolles-sur-Mer en Vendée, Bretignolles dans les Deux-Sèvres. D'ailleurs, la Bretagne devient à partir du IXe siècle un vaste territoire mal défini à la suite des victoires sur les Francs de Nominoé, celui qu'on appellera plus tard le père de la patrie bretonne, qui s'empare des comtés de Nantes et de Rennes, de l'Anjou et du Maine. Nominoé meurt des suites d'une blessure en 851. Son fils, Érispoé, lui succède et obtient la reconnaissance par le roi des Francs, Charles le Chauve, du titre de roi de Bretagne. À la mort d'Érispoé, son cousin Salomon, qui se proclame roi après l'avoir assassiné, obtient du roi des Francs le Cotentin, l'Avranchin et les îles anglo-normandes. Le roi breton suivant, Alain Ier, doit s'exiler en Grande-Bretagne à la suite de l'invasion de son territoire par les Vikings au début du Xe siècle. Son fils, le duc Alain II, dit Barbetorte, revient sur le continent avec une armée bien entraînée et boute les Vikings hors de Bretagne. Il obtient du duc d'Aquitaine, en 942, une partie du Poitou, les Mauges, les Tiffauges et l'Herbauges, en récompense d'avoir stoppé les intrusions normandes au sud de la Loire. Plus tard, les ducs bretons, en fins stratèges politiques, épousent souvent les filles des comtés voisins, d'Anjou et de Normandie. En 1202, Arthur Ier, héritier légitime du trône d'Angleterre, mais contesté par Jean sans Terre, est reconnu par Philippe Auguste duc de Bretagne, comte d'Anjou, du Maine, de Touraine et du Poitou. La Normandie se trouve alors encore sous tutelle anglaise, un duc normand, Henri II Plantagenet, ayant été proclamé roi d'Angleterre 50 ans plus tôt, et son fils Jean sans Terre ayant hérité du trône. Les Plantagenets sont d'origine angevine et ont réussi à s'imposer à toute la moitié ouest de l'Hexagone, de la Normandie à l'Aquitaine. 200 ans plus tard, c'est encore un duc breton, Arthur III, qui chasse les Anglais de Normandie, de 1429 à 1457. Le dernier duc de Bretagne, François II, est le père de la future duchesse Anne, 2 fois successivement reine de France. À la mort de François II en 1488, celle-ci devient donc momentanément et reine des Romains lors de son union par procuration avec Maximilien d'Autriche. Puis elle devient reine de Sicile et de Jérusalem par son mariage forcé avec Charles VIII. Le premier mariage du roi de France ayant été annulé a posteriori par le pape Innocent VIII dans un acte antidaté. Et enfin, au décès de Charles VIII, duchesse de Milan, par son remariage qu'elle accepte plus facilement avec Louis XII. Alors il faut savoir que lorsque son père, François II, a perdu la guerre à Saint-Aubin-du-Cormier contre les Français, dans le contrat de paix, les enfants du roi de France devaient se marier avec les filles du duc de Bretagne. Bien entendu, ces titres sont figuratifs et ne représentent aucune suzeraineté effective sur ces territoires lointains de la reine Anne qui reste dans la mémoire populaire, la duchesse des Bretons avant tout. Mais à travers cette histoire des rois et ducs de Bretagne et des ducs de Normandie que j'ai rapidement évoqués, il faut surtout voir que durant tout le Moyen-Âge, les frontières des duchés et des comtés de l'Ouest sont très aléatoires, tout comme celles du royaume de France d'ailleurs. Les rois ou ducs bretons règnent pendant de nombreuses années sur la quasi-totalité des territoires des provinces dites du Grand Ouest, permettant ainsi à des Bretons de s'installer en pays angevin, normand ou poitevin.
donc d'y maintenir ou d'y renouveler des mœurs celtiques provenant de l'ancienne civilisation gauloise. Cela n'enlève rien à la grandeur politique et culturelle des duchés de Normandie, d'Anjou et du comté du Poitou, qui se sont enrichis d'autres apports humains, romans et germains, latins, francs et saxons, tout comme celui de Bretagne évidemment, mais on peut penser que la civilisation celtique, substrat originel de ces provinces, s'y est ainsi maintenue plus qu'ailleurs. Alors, dans un message qu'il m'avait adressé en 2008, Bernard Lenaille, ancien directeur de l'Institut culturel de Bretagne, écrivait ceci. Les Celtes sont aujourd'hui à la mode, et le mot celtique sert maintenant à faire vendre toutes sortes de produits et d'événements. On parle à tout bout de champ de musique celtique, de culture celtique, de festivals celtiques, de nuits celtiques, de spiritualité celtique, voire de gastronomie celtique et même d'érotisme celtique. Et on prête aux Celtes de nombreuses vertus et qualités qui rejoignent les aspirations de notre société de consommation en manque de repères. Par opposition à la vision romaine et à la culture latine, réputée autoritaire, hiérarchique, machiste et centraliste, la culture celtique serait, elle, plutôt libérale, voire même libertaire, égalitaire, individualiste, féministe et proche de la nature, voire écologiste. Elle apparaîtrait ainsi évidemment beaucoup plus sympathique à nos contemporains et en particulier aux jeunes générations. Alors l'ennui, c'est que cette vision ne repose sur aucun fondement sérieux. Il accuse un peu plus loin, en termes assez vifs, l'écrivain à succès Jean Marcal et même ses illustres compatriotes bretons, Yann Bréquillien, Gwenc'hlan Le Squeuzec, d'être les auteurs principaux de cette vision, selon lui erronée, du celtisme. Mais c'est surtout vers Jean Marcal que vont ses principales critiques, le qualifiant de spécialiste de tout et de rien. C'est lui qui le dit, hein. Il a beaucoup brodé sur les anciens Celtes, écrit-il, et n'a pas craint même de parler de lui-même dans un livre intitulé Mémoire d'un Celte. C'était évidemment son droit le plus strict, mais on comprendra que les lecteurs quelque peu exigeants ne prennent pas très au sérieux une telle littérature. Tiens donc. Et il ajoute dans un autre courriel, la seule chose qui est certaine et dont on a pris conscience à partir des travaux du breton Paul Pézeron, 1640-1706, et du gallois Édouard Luide, puis des chercheurs allemands comme Caspar Zeus, c'est que les langues parlées dans certaines régions du nord-ouest de l'Europe étaient apparentées entre elles et étaient proches des langues celtiques anciennes, et notamment du gaulois, dont on a de nombreuses traces datant de la période gallo-romaine. Des centaines de mots courants passés dans le bas latin, parlés en Gaule et ensuite dans le français. Voilà. Pour Bernard Lenaille, paix à son âme puisqu'il est décédé, la seule référence sérieuse que l'on peut faire au celtisme serait celle des langues celtiques. Alors sur le plan purement idiolectal, il n'a pas tort. Mais nous pensons que d'autres références au comportement et au caractère culturel valent tout autant, sinon plus, que les origines étymologiques et syntaxiques de telle ou telle langue. Quelques militants se servent d'ailleurs de cet argument des langues celtiques actuelles pour justifier un nationalisme breton réducteur. J'ai retrouvé sur Internet des points de vue radicaux comme celui de Jacques-Yves Letouze, déclarant sur le ton de l'incontestabilité « La définition actuelle des pays celtiques actuels ne peut se baser sérieusement que sur un seul critère, la langue ». Son ami du Parti breton, groupement politique régional créé en 2002 et prônant l'indépendance de la Bretagne, Jean Lastenay, lui répond avec plus de modération dans le même blog. Et voilà ce qu'il écrit. « La définition actuelle des pays celtiques actuels ne peut se baser sérieusement que sur un seul critère, la langue, écrit Jacques Letouze. C'est un élément du patrimoine commun. Mais je pense que c'est désormais plus que cela. L'Irlande et l'Écosse expriment aujourd'hui leur spécificité en anglais. L'Irlande est un géant de la littérature anglophone. Dylan Thomas exprime son celtisme en anglais, s'étant vu interdire le gallois par son père. Il aurait également pu lui rétorquer que la langue bretonne, par exemple, n'a jamais été parlée dans toute la Bretagne,
Cela a-t-il altéré la conservation et la diffusion de la culture celtique en Armorique et au-delà? Ou alors devra-t-on dire que les Rennais, les Nantais, mais également les Mayennais, les Angevins, les habitants du Cotentin ou de la Vendée, et tant d'autres peuples en France, en Belgique, en Suisse, au nord de l'Italie et de l'Espagne, au sud de l'Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Tchéquie, et dans certains pays des Balkans, en Roumanie et même en Turquie, n'ont plus aucune trace de culture celtique, simplement parce qu'ils ne parlent plus le gaulois ou le celtique ancien. Cet argument de la langue, comme seul témoin vérifiable du maintien d'une culture, n'est pas nécessaire et suffisant. Lorsque le principal linguiste français du début du XXe siècle, Antoine Maillet, écrit que tout fait de langue manifeste un fait de civilisation, il ne dit pas qu'une langue, quelle qu'elle soit, reste le moyen exclusif d'identifier une culture, mais qu'elle est dans son existence même un fait de civilisation. La nuance est importante. Je n'ai pas la prétention de remplacer les linguistes, mais simplement de ramener ces positions extrêmes à plus de pondération. D'ailleurs, c'est à partir des études des origines de la langue bretonne au XVIIIe et surtout au XIXe siècle que les fables les plus folles ont été construites. Le breton était la langue mère de toutes les langues européennes, il provenait de l'hébreu, écrivait-on. Alors, les celtologues écrivaient ça et ça donnait aux détracteurs les meilleurs arguments pour multiplier l'accusation systématique de celtomanie. La seule chose dont on est à peu près sûr concernant la naissance du breton, c'est qu'il provient d'une fusion des langues des bretons insulaires avec le gaulois parlé sur le continent. Hervé Abalin écrit « Falcom et Fleuriot apportent la preuve que le gaulois était toujours parlé en Gaule au VIe siècle. À l'arrivée des Bretons en Armorique, le bas gaulois y subsistait un peu partout. Le témoignage de Tacite qui, au 1er siècle de notre ère, signale une parenté entre les langues parlées en Gaule et en Bretagne, insulaire, rend invraisemblable l'hypothèse de deux langues différenciées quelques siècles plus tard. Les nouveaux venus en Armorique et les autochtones se comprenaient, et leurs parlers se sont mutuellement influencés, sinon enrichis, si bien que le breton est l'émanation à la fois du gaulois continental et du brittonique insulaire. Si le gaulois est encore couramment utilisé sur les territoires de la France actuelle, et peut-être au-delà de ses frontières à la chute de l'Empire romain, c'est bien que la culture romaine s'y est peu implantée. Ce que confirme Jacques Le Goff, qui écrit « Pour s'en tenir à l'Occident, la persistance des parlers celtiques est attestée par différentes sources, notamment par saint Jérôme et par Sulpice Sévère. En ce qui concerne les nouveaux venus, la permanence de l'utilisation des idiomes germaniques se rencontre du bas en haut de la société. Il y a bien une certaine romanisation des barbares, mais elle reste limitée. Si, au 5e siècle, Sidoine Apollinaire nous apprend dans une lettre que la noblesse arverne vient juste de se débarrasser de la crasse de la langue celtique, comment imaginer que la plupart des peuples gaulois, notamment ceux de l'Ouest, qui ont beaucoup moins subi l'occupation romaine, parlent autre chose qu'une langue celtique? On ne saurait croire que cette adoption du latin par les Gaulois ait été aussi prompte. C'est là une opinion romaine et qu'il ne faudra point prendre tout à fait à la lettre. Convenons donc que la linguistique a beaucoup à faire pour être d'accord avec elle-même sur tout ce qui concerne les langues celtiques. Voilà. Les linguistes qui affirment que le roman n'est que du latin vulgaire ont donc leurs contradicteurs et non des moindres. Même Maillet, au début du XXe siècle, se range à l'avis de ceux qui voient dans l'existence de certains phonèmes l'effet d'un substrat celtique. Les parlers gallo-romans apparaissent à cet égard comme du latin altéré en vertu de tendances qui caractérisent éminemment les parlers celtiques. Or, beaucoup de linguistes pensent que la part de mots celtes dans la langue française est modique.
c'est a priori plutôt faux. Alors je n'irai pas plus loin dans ce débat sur l'origine des langues et les preuves de civilisation qu'elles apportent. Une langue n'est qu'un moyen d'expression et en aucun cas ne peut constituer à elle seule la base d'une culture. Dira-t-on que ne peut se dire breton que celui ou celle qui parle la langue bretonne. Une autre raison pour laquelle on doit se méfier de cette référence à la langue, pour délimiter un espace culturel, est l'utilisation qui en est faite très souvent aujourd'hui pour justifier l'orgueil national. Le journaliste scientifique français Serge Jodras, bien connu pour sa collaboration à la revue Science et Vie et fondateur de l'encyclopédie en ligne Imago Mondi, ne peut s'empêcher de tomber dans ce travers nationaliste. Il écrit « Au reste, le français, sans jamais se laisser corrompre par les idiomes voisins, s'est approprié ce qu'il a cru devoir leur emprunter. Il n'est ni sifflant comme l'anglais, ni guttural comme l'allemand, ni chanté comme l'italien. Il est véritablement parlé. » Alors selon lui, la langue utilisée par les Français reste donc la meilleure du monde. Les autres peuples d'Europe occidentale ne faisant en parlant que siffler, gutturer ou chantonner. Il n'y a que les Français qui parlent bien. Il n'est pas si loin le temps où l'on disait à Paris des Bretons bretonnants qu'ils ne faisaient que baragouiner. Bara le pain, gouine le vin, mélange de pain et de vin, ils baragouinaient. À l'évidence, l'esprit impérialiste reste toujours dans certaines têtes en France. Nombreux sont les peuples colonisés qui ont subi le phénomène d'acculturation par la langue de l'envahisseur, particulièrement au XXe siècle, et surtout sous la colonisation française. Ont-ils perdu toute leur culture à cause de cela? Les Africains de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Vietnamiens, les Tahitiens, les Caribéens, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, devenus francophones au XXe siècle, n'ont-ils pas conservé leur culture initiale? Mieux, les Réunionnais, descendants d'immigrés en terre bourbonnaise, ne se sont-ils pas recréés au XVIIe et XVIIIe siècle une culture propre et même une langue spécifique, qu'on appelle le créole réunionnais, à partir de leur culture d'origine européenne, africaine et asiatique? Les Québécois, subissant depuis plusieurs siècles l'hégémonie des anglophones américains, n'ont-ils pas conservé une part de leur culture française, tout en parlant anglais? Les structures mentales d'un peuple, l'imaginaire auquel se rattachent ces mythes anciens, pas les mythes fabriqués récemment et trop liés à la montée des nationalismes, ses us et coutumes, ses croyances, l'adaptation culturelle ou spirituelle des parlers locaux, valent certainement tout autant qu'une langue comme preuve de survivance d'une culture. Eh bien, ce sera là ma déduction, mon interprétation d'historien. On voudrait essayer de comprendre. On aurait voulu réunir ceux qui détiennent le savoir, tous ces chercheurs qui ont eu la chance de lire ces textes originaux, qui ont scruté des vestiges archéologiques, patrimoine matériel d'une civilisation, mais également et surtout ceux qui ont fait des observations ethnographiques, patrimoine immatériel, mais souvent plus probant, pour ainsi révéler des parcelles de la vérité historique. Là commence la tolérance. Même si les Celtes anciens, qui ont occupé presque toute l'Europe occidentale et une bonne partie de l'Europe centrale, ont laissé peu d'écrits, pourquoi en déduire que leur civilisation aurait complètement disparu? Pourquoi les populations de l'époque féodale, puis de l'époque moderne et de notre monde actuel, contemporain, ne seraient-elles pas les légataires de leurs prédécesseurs? Pourquoi penser que la civilisation celte se serait définitivement évaporée au fil des siècles? Parce que les seuls moyens de communication transgénérationnelle qu'on sait identifier et analyser chez l'homme seraient le parler et l'écrit. Les habitudes culturelles, les types d'organisation sociale, de relations communautaires, les manières de penser, de concevoir la vie et la mort,
les croyances, les rêveries, les préférences artistiques, musique, chant, ne sont-ils pas des moyens tout aussi valables de constater la survie d'une civilisation? L'histoire culturelle ne connaît pas de rupture. Les civilisations ne disparaissent pas comme par enchantement. N'acceptez comme région d'héritage celtique que les zones de résurgence des langues celtiques anciennes, donc celles du breton, du gallois, de l'écossais ou de l'irlandais, c'est créer un fossé arbitraire entre les Celtes de l'Antiquité et les véritables populations celtiques de l'époque moderne.